C'est une pensée en construction. Donc, il y a des choses, vous allez être d'accord, des choses, vous allez pas être d'accord, des choses, vous allez penser que ça va trop loin, des choses, vous allez penser que ça va pas assez loin. Il y a ça prend du temps, tout ça. Sur la politique, le positionnement face à l'islam, la question du nationalisme qui fait un revival, parce qu'on a besoin d'avoir des billes pour penser ça. C'est une urgence, quoi. Mais vous ne pourrez pas reprocher à cette conversation de vouloir s'en sortir vers le haut. Et là, avec Nicolas Rousselier, vraiment, sur toutes ces questions déjà de l'islam et du nationalisme, les bases sont posées. Il n'y a peut-être pas encore toutes les réponses, ou il n'y a peut-être pas encore les réponses, mais honnêtement, les bases là sont bien posées. Comme d'habitude, j'ai avec moi un intervenant. Il est professeur d'histoire à Sciences Po. Il est spécialiste de la politique française du XXe et donc maintenant du début du XXIe siècle. Il s'agit de Nicolas Rousselier, qui a écrit 2 livres, 14-18 au coronavirus, la démocratie comme règlement de compte, et en 2019, vers un divorce entre l'État et la démocratie, les politiques publiques comme problème. Il y a aussi d'autres livres. Nicolas va se présenter, mais j'en profite tout de suite pour remercier la revue Études, tenus par des jésuites, mais qui nous ont permis de rentrer en contact l'un avec l'autre et vers lequel je renvoie. La revue est une très bonne revue. Et on y va. Oui, merci, frère Paul-Adrien. Alors quelques mots, je crois, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je crois que c'est très important de dire des choses, de ne pas se cacher dans cette période-là, de pouvoir intervenir dans le débat public, d'où qu'on parle. Avec évidemment, il faut le faire avec beaucoup de précautions, mais il est temps, si vous voulez, de prendre parole plutôt que d'avoir peur de ce qui se passe. Alors pour me présenter, effectivement, je suis historien. J'adore aussi la philosophie, et du point de vue chrétien, alors je me situe un peu différent, puisque je suis du côté protestant, mais marié, à une catholique, voilà, avec, donc des enfants qui sont élevés, un peu du côté des 2 côtés des 2 rives. Voilà, donc pour, se me présenter de manière rapide. Je vous propose un premier thème qui est l'infographie, la manière dont la religion influe sur le vote. Donc, pour donner rapidement quelques chiffres qu'après je vous laisse commenter, un vote majoritaire des catholiques vers ce qu'il faut bien appeler les blocs d'extrême droite, parce que ils sont à droite, quoi, droite-droite. Donc, Marine Le Pen, RN, etc. On est à 42%. Ça, c'est du côté catholique, avec aussi un phénomène de morcellement du vote catholique, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait un gros bloc, Ouais. 42% relativement homogène, situé à droite, le reste, et c'est quand même 58% éclaté sur la gauche, et sur le centre et sur l'extrême gauche. Ça, c'est côté catholique. Côté protestant, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu de vote particulièrement marqué à gauche ou à droite. Et de l'autre côté, alors c'est peut-être ça ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on a le vote musulman qui, pour le coup, est assez différent parce qu'il est assez relativement homogène et situé du côté mélenchoniste. C'est 62% des musulmans en France votent pour Mélenchon. Alors on comprend que derrière, il y a les thèmes de la Palestine et de l'immigration, mais à titre personnel, ça me fait toujours penser au mariage de la carpe et du lapin. De voir un musulman voter pour un athée révolutionnaire, il y a toujours quelque chose que j'ai pas bien compris. Oui, alors, la 1re chose qu'on pourrait dire, frère Paul-Adrien, c'est que, hem, il y a en France une majorité non religieuse. C'est-à-dire la majorité des Français sont, alors on va dire les choses simples, sont en dehors des églises, ou en tout cas une forme d'église. Il est difficile de parler d'église organisée côté musulman. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est ça, c'est que quand on s'intéresse au vote lié aux religions, en fait, on s'intéresse qu'à des minorités. Et peut-être que ça ne fait pas forcément plaisir à entendre dans les oreilles, mais les catholiques sont devenus, progressivement, depuis 50 ans, depuis les années 60, ce qu'on appelle la crise catholique des années 60. 32%, 32% catholiques d'après le dernier sondage La Croix paru l'année Voilà. dernière. Oui, d'ailleurs, c'est pas sans lien avec la question du nationalisme ou du patriotisme, parce que pour les chrétiens, cette question, c'est aussi une manière de réinvestir une société dont ils sentent bien qu'elle leur échappe et dans laquelle ils voudraient revenir. Donc on a plutôt, effectivement, une dispersion, une pluralité des religions. Ça, c'est effectivement un phénomène ultra important par rapport à toute l'histoire de France. L'histoire de France était caractérisée plutôt par un monopole religieux, évidemment catholique. Donc là, c'est un phénomène très important. Deuxième chose, ce qui est aussi assez notable, c'est qu'il y a
en fait une division à l'intérieur de chacune des religions. Vous l'avez souligné pour les catholiques. Chez nous, si je peux dire, hein, les protestants, c'est peut-être un peu plus homogène vers un vote de tradition modéré de gauche. Mais là encore, il ne faut surtout pas imaginer aucune homogénéité. Alors, ce qui pourrait paraître ironique, c'est qu'effectivement, les musulmans, qui sont en France une masse importante seulement depuis les années 1950, 1970, peuvent paraître en fait plus homogènes que les autres religions. C'est pas faux, mais il faut aussi penser qu'on a beaucoup de mal à mesurer, au fond, la nature réelle de l'islam et la nature réelle de la pratique de l'islam. Oui, ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas, par exemple, si plus ils vont à la mosquée, plus ils votent Mélenchon, ou au contraire, si plus ils vont à la mosquée, moins ils votent Mélenchon. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui ont une pratique personnelle, individuelle, notamment numérique, une forme d'islam numérique. Donc, on a le chiffre que vous avez donné, 62% pour les élections européennes, qui ont voté pour la liste Manon Aubry, c'est-à-dire celle de la France insoumise, et c'est effectivement un chiffre très important. De ce point de vue, et il faut voir là aucune polémique, de ce point de vue, le seul groupe religieux qui mériterait de recevoir le terme de vote musulman, ou de vote, c'est la religion musulmane, beaucoup plus que, par exemple, il y a une dernière religion qu'on n'a pas nommée, pour les juifs, il y a beaucoup moins de votes juifs que de votes musulmans, en termes de vote de groupe. Ça veut dire qu'entre guillemets, le seul groupe qui mériterait la qualification de vote religieux, ce serait le vote musulman. Oui. Alors, oui, vous avez raison, c'est un vote religieux, mais vous avez aussi prononcé le terme de Palestine, Oui. Israël, Gaza. Des deux côtés, c'est plus que religieux, puisque vous savez que l'islam se considère comme aussi une sorte de méta-nation. Hein, quand je dis méta, c'est-à-dire une nation qui rassemble plusieurs nations, marocaines, algériennes. Oui, ils n'ont pas perdu la notion d'universalisme en politique. Voilà. Hein, ça s'appelle l'Oumma en arabe. Donc, il y a cette idée très ancienne et qui est réapparue après la Deuxième Guerre mondiale, dans ce qu'on avait aussi appelé soit le pan-islamisme, hein, pan pour rassembler les musulmans au-delà des frontières nationales, ou bien le pan-arabisme. Donc, il y a un peuple en quelque sorte, mais c'est une notion qui ne veut pas dire une ethnie, hein, absolument pas. Les Marocains ne sont pas les Indonésiens. C'est un peuple au sens à la fois mystique, mais qui peut avoir un point de vue et qui peut avoir un élément politique, puisqu'il y a eu des tentatives en fait de regrouper les nations musulmanes. Alors, je reprends ce que vous disiez sur la question de la Oumma du côté musulman et du fait qu'ils ont une plus grande cohérence politique. Parce que ce qui est intéressant, c'est que derrière, alors il y a énormément de différences, n'empêche qu'il y a une notion qui n'est quand même pas très loin, qui s'appelle la question de la chrétienté en version chrétienne, qui mélange aussi les concepts de peuple, le peuple de Dieu, la question de la souveraineté, le pouvoir de faire des lois, d'avoir une vision juridique et législative, et puis la question de l'universalisme. Sauf qu'en ce moment, et c'est peut-être ce qui explique que le vote chrétien, catholique est plus éclaté, on a l'impression que cette question de la chrétienté a beaucoup de mal à rejaillir de ses cendres et qu'elle est morte, que le pape qui pourrait essayer de repenser une souveraineté universelle se garde bien de faire ce travail-là, et qu'en France, en ce moment, la question du peuple, de la souveraineté, de l'universalisme et d'avoir une certaine forme de défense patriote, etc., se pense en termes de nationalisme. Et je trouve que c'est un thème qui revient énormément du côté du vote catholique, la question de la défense de la patrie, de la valeur de la nation. Alors, je rappelle qu'il y a plusieurs nationalismes catholiques qui en ce moment sont assez distincts. Le nationalisme de type de Gaulle, qui est le nationalisme en ce moment, en tout cas dans l'imaginaire catholique, le nationalisme de référence, qui est peut-être plutôt une sorte d'héritage, parce qu'on ne sait pas très bien qui l'incarne, mais on sait que tout le monde voudrait l'incarner. Après, il y avait le nationalisme de type monarchique, type ancien régime, qui est en ce moment aussi un petit revival. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Le nationalisme à la Schuman, plutôt mondialiste, européaniste. Et puis, le nationalisme maurassien, dont on ne parle plus trop en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il est en train de réémerger. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que c'est que le nationalisme intégral
dont parlait Maurras et qui peut-être est en train de Oui. renaître de ses cendres? Oui. Alors, effectivement, disons-le franchement, c'est compliqué, hein, toutes ces questions. C'est compliqué pourquoi? Parce que vous avez une version qu'on peut appeler républicaine, tradition de gauche, qui a toujours voulu soigneusement séparer le patriotisme du nationalisme, le bon patriotisme du mauvais nationalisme. Alors, vous pouvez trouver, par exemple, beaucoup de citations qui remontent au 19e siècle. C'était encore, par exemple, très marqué dans la pensée de Jean Jaurès, le fondateur ou leader du Parti socialiste français. Alors, c'est une manière de dire effectivement que l'amour de la patrie, ce qui peut correspondre à l'amour de son pays, de son paysage, ça peut être l'amour aussi, bien entendu, de sa tradition, de littérature, d'art, l'amour de son peuple, est une bonne chose parce que c'est en fait non pas un obstacle, mais le moteur à la construction de la démocratie. C'est pour ça que c'est une longue tradition républicaine. Autrement dit, la démocratie va faire épanouir la patrie parce que c'est une démocratie fondée sur une nation, hein, une patrie ou une nation. Et au fond, la démocratie va désamorcer les côtés négatifs d'un amour immodéré de la nation. Quelque chose comme ça. Chaque nation, si vous voulez, hein, pour parler familièrement, est droit dans ses bottes, bien dans son pays, bien dans son territoire, développe la démocratie et on fait une famille finalement à la fois unie et harmonieuse parce que chacun est bien dans sa patrie. Ça, c'est l'idéal. Vous parlez de Robert Schuman, le catholique alsacien. Il y a un procès en béatification, là, même pour Robert Schuman. Absolument, absolument. Effectivement, quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme à sa vie politique et à cette idée de conciliation. C'est-à-dire que quand les patries sont dans des pays qui ont un cadre démocratique, alors on désamorce le risque de guerre. Et Robert Schuman était effectivement très sensible à cela puisqu'il voulait la réconciliation franco-allemande. Lui-même était né d'ailleurs à l'époque où l'Alsace était allemande et il parlait probablement mieux allemand que français. Donc ça, si vous voulez, c'est la version qu'on va dire qui peut englober la gauche, je dis bien la gauche de tendance républicaine, socialiste modérée, et qui va englober aussi les démocrates chrétiens, donc les catholiques italiens, Alcide de Gasperi par exemple, les démocrates chrétiens français. On va dire que par exemple aujourd'hui, ça va encore englober le MoDem de François Bayrou. Alors, face à cela, on a voulu opposer le mauvais nationalisme. Pourquoi? Parce que certains courants qui aimaient leur patrie à titre totalement sincère, qui aimaient la France parce que la France était souvent en danger face à l'Allemagne, la guerre franco-prussienne, la Première Guerre mondiale. Alors Maurras, c'est un peu avant la Première Guerre mondiale, mais à un moment où on est en permanence sous le danger allemand. Et par exemple, ce nationalisme, Maurras, a été fondamentalement germanophobe, ayant peur de l'Allemagne. Il faut d'ailleurs noter que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Maurassiens qui se retrouvent dans le gouvernement de Vichy, notamment dans le cabinet de Pétain, en tout cas au début, mais il y a des Maurassiens qu'on va trouver dans la résistance, se battant et pouvant mourir pour la France libre dans la résistance. Alors, ce nationalisme, on peut le dire que c'est un amour sans limite pour sa patrie, sa tradition. Si c'est un amour qu'on pourrait volontiers appeler mystique, c'est le cas par exemple chez De Gaulle. De Gaulle, qui familialement, dans sa famille, via notamment sa maman, est lecteur de Maurras. Donc, cette idée de mystique, c'est-à-dire que quand ça va mal, hein, juin 1940, on prend une décision contre sa hiérarchie militaire. De Gaulle a été condamné à mort par contumace ensuite pour avoir déserté. Il faut dire le mot, hein, Ouais. déserteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour prendre une décision de rupture absolue, il faut avoir un absolu en face. Et moi, ce que j'accorde, je le dis en n'étant pas un nationaliste antidémocrate, loin de là, mais ce que j'accorde, si vous voulez, par passion d'histoire, hein, ce que j'accorde à De Gaulle 1940, c'est justement d'avoir été vertébré par une mystique qui lui a fait
une rupture que beaucoup d'hommes politiques de la Troisième République, la Troisième République qui finissait dans les années 30, n'avaient pas. C'était des hommes politiques raisonnables, beaucoup d'entre eux étaient honorables, mais ils n'ont pas eu ce ressort. Et De Gaulle n'est pas le seul, hein. Encore une fois, vous avez d'autres hommes, souvent des militaires. Alors, selon la légende, mais une légende vraie, ça va être les pêcheurs de l'île de Sein qui ont rejoint Londres et la France libre de Gaulle. Donc, j'aurais tendance à dire, si l'amour de la nation est une mystique, un peu à la Charles Péguy aussi, hein, si vous voulez, je donne un peu mon avis personnel et mes préférences, moi, ça me va aussi. Et c'est peut-être ce qui explique, à vous écouter, le désamour qu'il peut y avoir entre, l'Église institutionnelle, les évêques et puis, les catholiques de base, dans le sens où parfois il y a un amour de la patrie, dont ils se sentent investis et voire cette mystique et qu'ils ne retrouvent pas dans le discours de l'évêque. Le problème, frère Paul-André, je pense, c'est que quand vous placez cet amour mystique pour le pays, en vous disant, il est incompatible avec le projet démocratique. La démocratie, je vous accorde qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident à voir. Le projet démocratique, c'est la conciliation, la concorde. Ce sont donc des termes, des concepts tout à fait chrétiens compatibles, à tel point qu'en fait, ils sont de fondation chrétienne. Mmh. Et la démocratie est un moyen de surmonter des divisions, attention, des divisions politiques, et en ce sens, c'est un cadre. On n'a pas inventé meilleur cadre que celui-là. Mais je voudrais terminer, si vous le permettez, sur Oui. un dernier point. Le nationalisme qui, par exemple, au nom de l'amour mystique de la nation, considère qu'il faut détruire, ou en tout cas remettre en cause le cadre de la démocratie. Et donc ça, c'était maurassien? Ça, c'est maurassien. Voilà. La tradition maurassienne, on ne peut pas lui enlever la recherche du patriotisme, je l'ai dit, hein, notamment quand il y avait la lutte franco-allemande, mais il retourne cette lutte sur la composition de la nation française. Et alors là, la composition de la nation française, on fait des distinctions, on fait des divisions. Non pas la concorde, mais la division. C'est-à-dire Par exemple, entre des citoyens de première et de deuxième classe? oui, puis même deuxième, troisième, Oui. quatrième classe, hein, puisque Maurras avait forgé une sorte de hiérarchie du mal à ses yeux. Alors, par exemple, pour ce qui me concerne, les protestants étaient concernés, c'était l'un des ennemis de la nation, mais il y avait aussi les étrangers qu'il appelait du nom grec très péjoratif de métèques, et peut-être encore principalement nos frères juifs. Donc, il est paradoxal d'ailleurs, en fait, quand on aime sans limite. Encore une fois, ça, c'est pas critiquable. Quand on aime sans limite ses frères, il est paradoxal de les trier en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous aimez la nation, il faut la prendre telle qu'elle est, il faut la prendre par rapport à ce qu'elle est. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, il ne faut pas être bisounours. Mais c'est une contradiction pratiquement dans les termes que d'être amoureux de sa nation et ensuite de dire « Ah oui, mais dans cette nation, il y a ceux que j'aime un peu moins, ceux que j'aime pas du tout. » Oui. Voilà. C'est contradictoire avec le projet. Ouais, c'est intéressant, je ne sais pas jusqu'où on pourrait aller là-dedans, mais donc c'est toute la question, là, actuellement, de la question de l'islam. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un nationalisme, il y a un nationalisme gaulien assez mystique, patriote, qu'on retrouve chez beaucoup de catholiques. Et il y a aussi une aversion, une islamophobie qu'on retrouve aussi chez beaucoup de catholiques. Et qu'en ce moment, on a l'impression que le nationalisme oscille tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Donc c'est là où ça devient compliqué effectivement de décrypter l'évolution du sentiment nationaliste catholique, quoi. Oui, bon, je ne suis pas théologien moi-même, hein, mais il est certain que le gaullisme est une politique, bien entendu, d'ailleurs souvent très pragmatique. C'est De Gaulle, par exemple, hein, qui a fait la sécurité sociale en 1945, dans un gouvernement d'union nationale. Donc, le gaullisme est une politique, mais c'est aussi une théologie, hein, une théologie politique. Et quand je parlais de mystique, le propre même de la mystique,
c'est de ne pas choisir ceux qui peuvent être aspirés par votre mystique. Donc le gaullisme ne choisissait pas entre des gens de droite et des gens de gauche. Il y a un gaullisme de gauche, par exemple. Si on doit classer De Gaulle lui-même entre la droite et la gauche, c'est pas évident. Mm. En fait, les circonstances historiques à partir des années 60, si vous vous souvenez de mai 68, par exemple, la personnalité de Pompidou, les circonstances historiques ont plutôt euh, placé le gaullisme vers la droite. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait un parti communiste très important. Bon. Mais De Gaulle lui-même, militaire jusqu'à l'âge de 50 ans, il commence à être homme politique seulement à 50 ans, en 1940. Disons que lui, il appartient à, justement, c'est très catholique, le catholicisme social, un catholicisme qui voulait essayer de surmonter la division droite-gauche. C'est là où il y a l'aspect théologique. Donc, en tout cas, par rapport aux musulmans, alors, vous savez frère Paul Adrien, que le terme islamophobe fait couler beaucoup d'encre, il est très controversé. Si on prend les choses d'une manière un petit peu râle et pâquerette, il y a une peur, des appréhensions. Alors, elles existent sur les comportements, sur une religion qui évidemment est très nouvelle dans la métropole française. Hein. Elle n'est pas nouvelle par rapport à l'histoire de l'Empire colonial, notamment par exemple pour l'Algérie. Mais à l'évidence, pour les Français qui sont français depuis de longues générations, il peut y avoir des peurs. La façon dont on peut voir l'islam est évidemment, j'allais dire, capturée, kidnappée par l'islamisme depuis la révolution iranienne de 79 jusqu'aux attentats, les attentats des années 80, 90, les attentats récents dont tout le monde se souvient, 2015 et 2016. Parce que sur cette question-là, hein, parce que sur la question de l'intégration de l'islam dans la démocratie, sur la question de l'islamisme ou du fondamentalisme, je pense qu'il y a effectivement une vraie question. On avait fait une vidéo, on avait fait un live avec le frère Adrien Candiar, islamologue spécialiste de cette question, qui vous explique effectivement que l'islamisme au sens radical est en fait lié à la crise de l'islam. Toute la question, c'est de savoir si c'est congénital, si cette comment je vais dire ça, si jamais c'est quelque chose qui revient de manière récurrente, ou si jamais c'est juste un épiphénomène dans la question de l'islam. Je vous renvoie à cette vidéo qui était très bien faite. Donc, il faut bien aussi comprendre que le revival, hein, le regain, prenons un terme religieux qui est d'ailleurs très souvent protestant, le réveil dans l'islam est une crise de l'islam. Moi, je reviens sur votre sentiment parfois d'inquiétude et de peur. Alors peut-être que je vais un peu plus vite, mais dans la table des matières, entre guillemets, mais peut-être que ça permet de mettre tout ensemble. C'était derrière, j'entendais la question du concept d'insécurité culturelle. Je dis ça parce qu'il y avait un article dans le journal La Croix sur fait par le directeur de l'IFOP qui parlait de ce concept-là d'insécurité culturelle, que les catholiques se sentaient entre guillemets moins chez eux parce qu'il y avait une nouvelle population qui arrivait, parce qu'il y avait des références culturelles et des paradigmes anthropologiques qui se séparaient. Alors là, dans l'article, ça allait plus loin. Il y avait la question de l'islam qui faisait peur, mais il y a aussi la question du wokisme qui faisait peur et que les catholiques se retrouvaient entre les deux. Et que derrière tout ça, il y avait une volonté de réaffirmation d'un modèle culturel, politique propre à ceux qui sont issus du christianisme culturel. Oui, alors je crois que ce qui est difficile à bien mesurer, c'est que ce sentiment, alors ça peut être un sentiment, ce que l'on pense tout à fait réel, comme insécurité. Moi, j'utiliserais peut-être aussi le terme de déclassement. Comme je le disais dans l'introduction, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait historique. Et tout en étant protestant, je ne m'en réjouis pas. Hein, il ne s'agit pas de faire la revanche des guerres de religion. La religion catholique en France a été déclassée, c'est-à-dire au sens presque comme vous chutez dans un classement de football. Pendant 20 ans, il y a eu 1% de catholiques en moins chaque an. Et voilà. Et le nombre de prêtres, je ne vous en parle pas. Il y aura, oui. Très rapides, il y aura 100 prêtres ordonnés cette année. Je pense que 100 prêtres cette année, je pense que c'est divisé par 10. Oui, c'est ça. Je sais que moi, quand j'avais donné des cours là-dessus, à l'époque où il y avait 1500 prêtres ordonnés par an, ça permettait à la fois d'avoir suffisamment de prêtres pour toutes les églises et les paroisses de France, et puis, si je peux me permettre l'expression, d'exporter. Oui.
Les grandes missions de c'est-à-dire les missionnaires. Voilà. C'est-à-dire que c'était la France catholique qui était en mission dans les pays, notamment africains, ou un peu dans le monde entier, jusqu'aux pères jésuites, alors c'est encore plus ancien, qui allaient en Chine. Donc cette exportation du catholicisme français est déjà une vieille histoire, mais maintenant, le présent, c'est effectivement une crise de recrutement. Bon, Et ça veut dire, alors, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un double déclassement. Ça veut dire qu'il y a un déclassement du catholicisme en France, mais aussi un déclassement du catholicisme français dans le catholicisme mondial. Ça, c'est intéressant. Voilà, on ferme la parenthèse. On revient à la question nationale des élections et le sentiment de déclassement des catholiques français dans leur propre société. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment de déclassement dans sa propre société par rapport à des valeurs, on va dire, qui étaient les valeurs de sécularisation, ce qu'on appelle la laïcité, a été la première étape. Donc, elle commence très fortement dans les années 60. La crise catholique, très bien analysée par Guillaume Cuchet, date de cette période-là. Mais c'est arrivé, et ça, c'est une pure coïncidence. C'est assez fabuleux en histoire d'avoir une coïncidence. Si ce n'était pas des choses dramatiques, on pourrait dire que c'est presque une ironie, si vous voulez. Ça a marché en coïncidence avec, effectivement, l'arrivée en masse d'une nouvelle vague d'immigration qui venait notamment du Maghreb, des années 60. D'ailleurs, ce qui est toujours étonnant quand on enseigne ça à nos étudiants, c'est de leur dire qu'en pleine guerre d'Algérie, il y a toujours un flux migratoire qui vient d'Algérie et qui arrive en France. Et il y avait beaucoup d'immigrés déjà algériens en France, et certains d'entre eux soutenaient l'indépendance algérienne. Enfin bref, donc la coïncidence, c'est le déclassement catholique, si vous voulez, par rapport à ce fond, à cette évolution fondamentale qui est la sécularisation, la laïcité française. Pour dire ça de manière simplement, la laïcité française a gagné le match très largement contre le catholicisme classique. Et puis, la deuxième étape, c'est qu'effectivement, le catholicisme classique déclassé en position minoritaire voit, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais voit, alors je parlais de réveil, voit s'épanouir, se développer une religion qui est nouvelle en métropole, que quelqu'un qui se trouve au fin fond de la Lozère ne connaissait absolument pas, qui est effectivement l'islam. Et qui est considérée comme une religion ennemie, de manière traditionnelle. Oui, oui, et en partie non, parce qu'il y a quand même eu dans l'Algérie française, ou même le Maghreb, on peut lire par exemple l'historien Daniel Rivet, il y a eu dans le Maghreb, notamment en Algérie, si vous voulez, des rencontres entre la civilisation, la longue civilisation musulmane, elle-même complexe, avec des confréries, des courants très divers, et puis la civilisation catholique, principalement catholique, les protestants n'étaient pas là. Ce qui fait aussi bien voir que quand on regarde un petit peu avec une loupe, avec, si vous voulez, un esprit de curiosité, par exemple, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'islam du Maghreb, on se rend compte de la diversité. Ce qui montre bien que l'islam tel qu'on le voit en France aujourd'hui, et je parle de l'islam visible, l'islam qui effectivement, par les vêtements, par les comportements, se montre comme tel, c'est pour ça qu'on peut le voir comme une crise de l'islam, parce que c'est une simplification. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, on a une double histoire entre guillemets avec l'islam. D'un côté, il y a une tradition qui est faite avec des rencontres. On peut penser à Charles de Foucault, on peut penser aussi aux échanges culturels qu'il y a eu à travers toute l'histoire de la Méditerranée. De l'autre côté, il y a une histoire conflictuelle. On aurait peut-être eu tendance dans les années 60 à mettre l'accent sur l'histoire commune avec le dialogue avec l'islam, etc. Mais depuis la crise de l'islam, de l'islamisme et de l'affirmation identitaire d'un islam, en ce moment, on met l'accent sur une autre type de rencontre avec l'islam qui est une confrontation. Alors peut-être pour ceux qui nous suivent, là, cette crise, cette simplification, c'est la question du wahhabisme, du salafisme, du terrorisme, qui en ce moment, c'est vrai, domine dès qu'il est question de l'islam. Et ça, c'est intéressant parce que oui, ça permet de voir l'histoire de ce sentiment islamophobe, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ce sentiment de confrontation, il risque de nous faire manquer à la fois la réalité de l'islam, notamment d'un islam comme religion, disons la version effectivement modérée de l'islam. Et c'est pas parce qu'on va développer la confrontation qu'on va retrouver notre ancienne
notre ancienne gloire ou notre ancienne force dans la société française. Parce qu'au fond, à côté des musulmans, en tout cas la partie islamiste, qui peut, à juste titre, s'il veut nous faire peur, il faut bien voir qu'on a aussi toute la société française hors religion. Et on ne va pas regagner cette société française hors religion par une confrontation qui nous ferait en quelque sorte, du fait qu'on s'oppose aux musulmans, on retrouve en fait notre vertèbre, notre colonne vertébrale pour se sentir plus fort. Ouais. Oui, au fond, c'est complètement contradictoire parce que les deux minorités, les musulmans sont bien sûr une minorité, eux aussi, avec une certaine dynamique, mais il ne faut rien exagérer. Beaucoup de Français d'origine musulmane, par exemple, se sécularisent, c'est-à-dire connaissent le processus Hmm. de Max Weber, hein, le processus sociologique de l'Occident. Le, On perd sa religion. le pourcentage de musulmans en France reste le même, aux alentours de 10%, alors qu'on aurait plus tendance Oui. qu'il allait augmenter. Ce qui change, c'est la pratique, par exemple l'affirmation de signes ostentatoires, qui là, c'est un islam qui est en train de se rajeunir et est en train d'être plus visible. Mais sinon, c'est vrai que la proportion reste la même. Et cette diversité, hein, ce que la sociologue Danielle Hervieux-Léger appelle une religion, si vous voulez, un petit peu comme un bricolage, hein, la religion comme bricolage, là où on verrait les musulmans par les plus visibles, en se disant « Oh là là, ils sont super égoïstes, ils sont super durs, intransigeants, donc c'est une orthopraxie puissance 10 ». En fait, alors, c'est vrai pour certains, mais ça ne représente absolument pas la réalité de l'ensemble des musulmans. Autrement dit, les musulmans, faut pas imaginer, les musulmans, ils sont au milieu d'une société occidentale qui a bien des problèmes, mais qui est quand même une société, par exemple, du point de vue économique, du point de vue de la consommation, la culture, la musique, le sport, enfin tout ce qu'on voit, ils sont dans cette société. Juste pour cette question de l'islam, hein, mais ce sera pas, encore une fois, je renvoie à la vidéo, on va pas y répondre là. Moi, la question que j'ai toujours, c'est pas tellement est-ce qu'on peut protéger la démocratie des musulmans, c'est plutôt est-ce qu'on peut protéger les musulmans des islamistes. Et là, pour le Exactement. coup, c'est une vraie question parce que j'ai quand même le sentiment que les islamistes, parfois, ce sont eux qui détiennent les clés d'interprétatif du Coran, etc. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite qui était passionnante. On continue un tout petit peu. On a parce que à travers toutes ces questions-là, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, qui dit inquiétude généralement dit stress. Qui dit stress généralement dit simplification. En plus, en période électorale, c'est le moment des punchlines et du combat médiatique. Moi, ma sentiment personnel, c'est qu'en 2 semaines, c'est pas possible de faire une véritable campagne et un véritable dialogue d'idées. Donc, à titre personnel, pour penser ce que je pense, j'ai plutôt le sentiment d'une crise de la démocratie où là, on affiche de manière propre, claire et nette que ce sont les médias qui gouvernent en l'espace de 15 jours. On a l'impression que quand on lit les médias, la droite, c'est forcément l'extrême droite et la gauche, c'est forcément l'extrême gauche. Et que derrière la droite, il y a l'ombre du fascisme et derrière la gauche, alors là, pour le coup, il y a même le nom du front de gauche, en tout cas de l'ombre de l'extrême gauche au sens communiste, prolétaire et révolutionnaire. Alors écoutez, bon, quand on est historien, il faut quand même utiliser son savoir, si je peux dire. Euh, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas d'identification, c'est-à-dire, prenons les noms propres. Le Rassemblement national, aujourd'hui, dans son programme, je dirais aussi dans ses principaux leaders, ce n'est pas le fascisme. Le fascisme était un mouvement des années 1920 en Italie, étendu au reste de l'Europe dans les années 30, notamment en Allemagne, et c'était un mouvement qui avait comme objectif une subversion totale. On parle de totalitaire. La subversion totale, c'est que même si on pouvait utiliser l'instrument de l'élection, la subversion, ça voulait dire qu'il fallait par exemple renverser la société des années 20 et des années 30, la remplacer par un Reich pour 1000 ans, remplacer la vieille Italie par un État total, puisque c'est Mussolini qui est l'inventeur de l'expression État total. En fait, si vous voulez, le fascisme, et ça, Hannah Arendt l'a très bien montré, c'est une colonisation de la société. C'est la politique colonise la société. Elle disait aussi mobilise, comme on mobilise une armée. Donc les jeunesses hitlériennes, les jeunesses fascistes en Italie étaient en fait l'avant-garde d'une mobilisation complète de la société. Autrement dit, on supprime la distance entre politique et société. Ça, on ne le retrouve pas dans le Rassemblement national, auquel on peut s'opposer, mais on ne doit pas l'opposer, parce que d'ailleurs c'est contre-productif,
par rapport à ce terme de fascisme. Alors, de l'autre côté, bon, si on parle de la France insoumise, je ne parle pas, par exemple, de la vraie extrême gauche au sens historique, qui sont les héritiers du trotskisme. On peut penser au nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Non, je parle de la France insoumise et puis disons de ce qui fait maintenant le nouveau Front populaire. Là aussi, ça n'est pas du tout le même extrémisme que, on va dire, la grande époque, parce que ça a existé en France, d'un parti communiste qui, à un moment donné, était le parti numéro 1 en France. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est pas non plus là une volonté de renverser la table. En tout cas, ça n'est pas la volonté de substituer à la société actuelle une autre société. Alors, ils peuvent utiliser de temps à autre des slogans « changer la vie », qui rappellent d'ailleurs les années 70, mais ça n'est pas ce projet là aussi, ce n'est pas la même globalité du projet. Et moi, si vous voulez, en tant que chrétien, il faut se souvenir bien sûr de la distinction des deux cités, la cité de Dieu et la cité des hommes de saint Augustin. Pour ceux qui nous regardent, saint Augustin, ceux qui se réclament de la chrétienté, je rappelle que le grand ouvrage à lire absolument, d'ailleurs qui fonde toute cette réflexion-là, c'est pas Charles Maurras, c'est pas De Gaulle, c'est même pas le pape, c'est saint Augustin, qui a été le livre le plus lu de l'Antiquité, enfin du Moyen-Âge après la Bible. Oui, voilà. Et si je peux me permettre, qui est accessible. Je veux dire, c'est pas difficile à lire. C'est d'ailleurs écrit dans un... Alors, si on peut, moi, c'est pas mon cas, si on peut le lire en latin, mais traduit en français, c'est une très belle langue, très accessible, très poétique. Oui, donc, la distinction entre les deux cités est absolument fondamentale. Être chrétien, c'est de dire que la politique ne doit pas envahir la cité terrestre. La cité terrestre, elle est sous la juridiction du politique. Moi, mon concept principal, si je peux me permettre d'être un peu prétentieux, c'est que pour moi, la politique est une juridiction, c'est-à-dire un règlement des conflits. C'est beaucoup, c'est pas facile, mais elle ne doit pas être plus que ça. Donc, ce qu'on appelle parfois, en termes démocratiques, la société civile, c'est aussi le terme de Hegel, la Sittlichkeit. La société civile ne doit pas être colonisée par la politique, elle doit être animée, arrosée, si je puis dire, comme une source, si on est chrétien, par la source de notre inspiration. Mais ce que vous dites me fait penser en fait, quand on parlait de la droite qui était fasciste ou un truc comme ça, je me disais dans ma tête en vous écoutant qu'en fait, oui, derrière, c'est la question de la double simplification. On se dit que xénophobe égale nationalisme qui égale totalitarisme, alors qu'en fait, le véritable totalitarisme, c'est autre chose et que la véritable xénophobie, c'est probablement autre chose. Mais ce que je me dis aussi, c'est que cette double simplification, xénophobie égale patriotisme, nationalisme qui est égal à totalitarisme, cette double simplification, c'est parce qu'en ce moment, il y a un maillon faible qui est la question du nationalisme et qui n'est pas assez pensé et qui est pas assez investi. On revient sur l'extrême gauche. Vous avez dit on met de côté les trotskistes canal historique. Et donc la question c'était est-ce que l'extrême gauche actuelle c'est de la révolution prolétarienne déguisée? Non, de même que il faut bien comprendre aussi que dans notre discussion, frère Paul-Adrien, nous avons un peu des épées de Damoclès qui sont suspendues sur nos têtes parce que nous avons les postures. Moi, je sais, par exemple, que dans mon milieu universitaire et intellectuel, si vous voulez, la facilité pour moi, ce serait de vous dire l'extrême droite actuelle s'alimente à une origine fasciste et donc il y a certains éléments communs. Ça serait, si vous voulez, très facile parce que ça me mettrait dans ma poche un grand nombre de mes collègues où, en fait, c'est presque un besoin de repère. C'est-à-dire que comme on n'a pas de repère positif, on choisit un repère négatif. Donc, fasciste, ça permet de se dire, allez, je vais voter dimanche prochain, dans 10 jours, et je vais voter contre le fascisme, c'est-à-dire contre le Rassemblement national. Il en est de même pour la simplification, j'aime bien votre expression, la double simplification, par rapport à une révolution prolétarienne, un danger révolutionnaire. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est un ancien trotskiste, c'est vrai. Il a en tête le fractionnement de la société. Il a remplacé le concept de révolution par le concept de fractionnement.
Ce qui n'est pas forcément mieux, hein, certains disent pour être. C'est pas forcément plus Mais chrétien. non, et c'est probablement beaucoup moins chrétien, beaucoup moins chrétien. Mais c'est certainement aussi euh, mieux adapté. Quand je dis ça, c'est pas un compliment, hein. C'est probablement mieux adapté au XXIe siècle. Il y a ce que Jérôme Fourquet, que vous avez cité tout à l'heure, appelle l'archipélisation, hein, la société comme un archipel. Au fond, c'est jouer sur le côté archipel de notre société pour en profiter et finalement faire gagner un des îlots de l'archipel, éventuellement contre les autres, notamment peut-être contre nos frères juifs. On est dans une période, tout le monde le voit, j'enfonce une porte ouverte, tout est extrême, c'est-à-dire que nos repères traditionnels sont extrêmement détruits, si je peux dire. Ils ne sont pas remplacés par de nouveaux repères, ou bien ils sont remplacés par ce qu'on aime à penser comme extrême. Comme ça, du coup, on vote pour un Front populaire fantasmé où Léon Blum réapparaît comme ça, ce qui est complètement contradictoire. Et au fond, c'est une situation qui est dangereuse sur le plan politique, mais qui est aussi presque inconnue sur le plan, j'allais dire, presque psychologique de nous tous. En tout cas, le grand danger, c'est de se réfugier dans des simplifications, des identifications qui ne sont plus adaptées à la situation d'aujourd'hui. Justement, ça me fait une très belle transition sur une dernière question que j'avais pour vous. C'est que là, on a l'impression que c'est ce que vous appelez l'éthique des idéaux. Vous me disiez que ça vient de Max Weber, on pourra peut-être en reparler. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'à part des phrases simplificatrices ou des slogans, il n'y a pas de vision derrière, il n'y a pas de grand idéal, et qu'on a l'impression qu'il faut se contenter d'une deuxième politique un peu moins médiocre ou un peu moins glamour, qui serait une politique, ce que vous appelez une éthique une éthique de la conviction qu'on met de côté pour mettre une éthique de la responsabilité. Ce que vous appelez la juridiction, le règlement des conflits, je suppose. Comment ne pas vivre ça avec un... Alors là, peut-être que c'est une question plus personnelle, mais avec un certain sentiment d'amertume ou de résignation, parce qu'on a le sentiment qu'on est dans une impasse et qu'on ne voit pas comment on va s'en sortir. Oui, alors écoutez, moi, mon credo, hein, à titre personnel, c'est qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le panier de la politique. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu d'engagement politique. Je déteste, mais je ne devrais pas dire ça en chrétien, mais je déteste les gens qui se pensent habités par une vérité politique. Et ce qu'on appelle en Ça philosophie, ouais, c'est ce que j'appelle la philosophie idéaliste en politique. Il y a ceux qui surinvestissent la politique avec des grands idéaux et qui non seulement veulent avoir le pouvoir, mais qui en plus veulent convaincre les autres qu'ils ont raison. Et puis de l'autre côté, il y a les réalistes qui disent bon, on n'est pas d'accord, on va essayer de trouver un compromis, quoi, et ce sera déjà pas mal. C'est ça. C'est-à-dire que ce sens du compromis, la politique comme juridiction, les petits pas, réparer les escaliers, je pense ici à Michel Rocard, c'est pas rock'n'roll, c'est pas hyper sexy, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais si vous y réfléchissez, c'est une manière de circonscrire la politique à ce qu'elle peut faire. Et pour ce qui concerne les grands idéaux, moi personnellement, si je vous montrais des livres qui sont derrière là dans ma bibliothèque, les grands idéaux, c'est très largement spirituel, philosophique. Mais je trouve qu'il y a quand même du pain sur la planche. C'est pas simple. Il y a des préjugés, des phobies, mais il y a un pain sur la planche qui est énorme dans la société française telle qu'elle est à partir du XXIe siècle, telle qu'elle va être dans le futur. J'aime pas tellement le mot métissage qui est employé par Mélenchon parce que ça supposerait qu'on perdrait nos traditions. Vous voyez ? Moi, j'ai pas du tout envie de perdre ma tradition protestante. J'ai envie d'enseigner à mes filles aussi l'intérêt pour le judaïsme, l'ouverture à l'islam. J'oublie pas les catholiques. Donc, il y a un énorme pain sur la planche et c'est quand même exaltant, c'est dur. Mais ça veut dire en fait qu'à défaut d'avoir des convictions, on a quand même confiance dans le cadre. Ça veut dire que l'espace de dialogue, de confrontation verbale et puis de recherche de compromis, ça veut dire qu'il y a un cadre qui permet d'organiser le débat, et ça veut aussi dire que tout le monde joue le jeu du débat, et en espérant que ça suffise après à ce qu'on trouve de manière très pragmatique une solution ensemble. Par la non-violence, par le sens de la concorde. Et là, en ce sens,
c'est quand même, on pourrait dire, un christianisme indirect. Enfin, c'est bien le christianisme qui a pensé la politique dans une sphère, une cité, comme disait saint Augustin, une cité délimitée. Il faut délimiter la politique. Ah, c'est pas Et les grands idéaux, c'est pas nous. Les grands idéaux, j'allais dire, c'est à nous. C'est pas à la politique. Voilà, ça c'est mon credo, hein. Bah non, bah écoutez, ça le permet d'avoir le dernier mot que l'on laisse à Dieu, en espérant que le grand idéal soit pour tous ceux qui nous écoutent la sainteté et le ciel, parce que c'est parfois ce que je dis, avant d'être chrétien, avant d'être français, on est d'abord chrétien et que notre première nationalité, alors là je parle en mon nom propre, c'est ma manière de le dire, bah, notre première nationalité, c'est pas être français, c'est être citoyen de la Jérusalem céleste, c'est le ciel, et qu'il y a une hiérarchie entre les deux, euh, où on dira Je le l'amour. partage entièrement. Depuis le protestantisme, je le partage entièrement. Un très grand merci, Nicolas Rousselier. Je redis, pour ceux qui nous écoutent, vos livres qui sont de 14 à 18 au coronavirus, la démocratie comme règlement de compte et vers un divorce entre l'État et la démocratie, les politiques publiques comme problème. Il y a encore plein d'autres livres. Je remercie aussi la revue Études qui, même s'ils sont des jésuites, sont sympas parce que c'est eux qui m'ont permis de rentrer en contact avec vous. Et oui, peut-être une dernière chose. J'aime bien l'expression voter en conscience. C'est-à-dire que le mot conscience, hein, la liberté de conscience, a souvent été retourné contre le catholicisme, hein, puisque c'était la quête de la liberté de conscience fait partie de l'histoire de la laïcité. Mais en fait, ça a été inventé, bien sûr, par le catholicisme. Par exemple, au Moyen Âge, quand il y avait des élections dans les abbayes, eh bien, les techniques de votation qui ont été inventées en fait par le catholicisme, c'était aussi, par exemple, voter en conscience, donc en liberté, pour tel abbé ou ne pas voter pour lui, etc. Donc, j'aime bien cette idée de regarder votre conscience et n'écoutez pas l'extrémisation autour de vous. Un très grand merci, Nicolas Rousselier. Merci à vous.